Je vous propose aujourd'hui une visite au musée d'Orsay, toujours sur le principe d'une durée de 45 minutes environ, sur un choix donc, de 5 œuvres qui sont, donc, puisque c'est la deuxième édition, 5 nouvelles œuvres du musée d'Orsay. Alors je commence par un groupe sculpté qui est de la main de Jean-Baptiste Carpeaux, qu'on connaît très bien pour la danse, qui est sur la façade de l'Opéra Garnier, de l'Opéra de Paris. Et ici, c'est une œuvre de jeunesse de Jean-Baptiste Carpeaux qui nous présente, vous voyez assis ici, Hugolin, entouré de ses 4 fils. Alors, Jean-Baptiste Carpeaux illustre ici un passage, le chant 33 de la Divine Comédie de Dante, qui montre un homme affamé, tourmenté, angoissé, parce qu'il est emmuré, il est condamné à mourir de faim avec ses 4 fils. Il s'agit de Ugolino della Gherardesca, que Dante Alighieri, dans la Divine Comédie, rencontre dans les enfers. Ugolino était tyran de Pise au XIIIe siècle et dans les luttes pour le pouvoir, il est accusé de trahison par son rival, l'archevêque Ubaldini, et il est donc condamné à mourir de faim. Il est emmuré vivant avec ses 4 fils. Et en fait, on n'est pas toujours tout à fait d'accord sur l'interprétation du poème de Dante, sur la transcription, la traduction qui en est donnée, parce que bien souvent, on peut dire que Hugolin a eu recours à l'anthropophagie, il a mangé ses fils, morts ou vivants, alors parfois ça va jusqu'à l'interprétation de cannibalisme, il a tenté de survivre en mangeant ses propres fils. En fait, le poème de Dante dit « Puis la faim fut encore plus forte que la douleur ». Donc rien n'atteste, rien ne dit finalement que Hugolin a mangé la chair de ses enfants pour survivre, simplement qu'il a été le dernier à mourir, donc la douleur sans doute de voir mourir ses fils ne l'a pas achevé. Il est mort le dernier de faim. Alors voilà de quoi s'empare Jean-Baptiste Carpeaux pour nous représenter ce groupe sculpté, les tourments, l'angoisse, la faim, traversée par cet homme d'âge mûr qu'il représente assis. Donc quand Jean-Baptiste Carpeaux réalise ce groupe sculpté, il est encore élève, puisque c'est une œuvre de jeunesse. Il est pensionnaire de la Villa Médicis. Donc Jean-Baptiste Carpeaux a été Grand Prix de Rome et il réalise ce groupe sculpté comme le dernier de ses envois. Vous savez que le système de l'École des Beaux-Arts et du Grand Prix de Rome sous-tendait donc les lauréats du Grand Prix de Rome faisaient un séjour de 4 à 5 ans à la Villa Médicis à Rome et devaient chaque année faire un envoi. Alors cet envoi a été vraiment codifié. Donc là, par exemple, pour le dernier envoi de Rome, Jean-Baptiste Carpeaux aurait dû réaliser un groupe de 2 figures qui représentaient soit un sujet mythologique, soit un sujet religieux. Et ça, c'est une caractéristique de l'œuvre, de la carrière de Jean-Baptiste Carpeaux. Il va mener une carrière académique, mais à chaque fois, on peut remarquer qu'il s'affranchit de certaines règles, il prend des libertés et que bien souvent, ces libertés, finalement, sont acceptées, on lui accorde des passe-droits. Alors, Jean-Baptiste Carpeaux, il commence sa formation en étant, et ça c'est important, en étant apprenti dans l'atelier du sculpteur Rude, qui est un sculpteur romantique, très expressif dans le pathos. Alors, Rude, c'est le sculpteur qui réalise sur une des parties de l'Arc de Triomphe à Paris, le départ des volontaires, ce qu'on appelle la Marseillaise, donc qui est une des sculptures romantiques et qui va apporter
ce pathétique, cette expression portée à son comble, qui ne plaît pas en fait dans les milieux de l'école des beaux-arts et dans l'académisme. Si bien que Rude va dire à son élève, à Carpeaux, si c'est la voie académique que tu cherches, si tu cherches à être Grand Prix de Rome et avoir cette voie-là, il faut que tu te sépares de moi parce que tu n'intégreras jamais l'école des beaux-arts en étant dans mon atelier. Et c'est ce que Carpeaux va faire. Il change de maître, d'atelier. Il va intégrer l'école des beaux-arts et faire comme ça, pour pouvoir être Grand Prix de Rome, il attendra 7 ans, il fera 7 tentatives. Et en fait, cette marque de la liberté, cette volonté de créer de façon plus libre que les normes académiques, on va le retrouver dans toute sa carrière. Donc ici, par exemple, il va demander à l'académie une année supplémentaire que le délai qui lui est normalement imparti pour réaliser ce groupe sculpté. Et il va donc s'affranchir de cette règle. On n'a plus de 2 personnages sur ce groupe sculpté, puisqu'il y en a 5, Ugolin et ses 4 fils, et qu'il ne s'inspire ni d'un sujet mythologique, ni d'un sujet religieux, puisqu'il va prendre dans la littérature médiévale, littérature du XIIIe siècle italienne, de Dante Alighieri, ce sujet donc, de ce personnage tourmenté, qui est Ugolin, emmuré avec ses fils. Alors, sur les sources d'inspiration, on peut remarquer donc on a ici un personnage, vous voyez, qui est torturé, qui, avec des mains démesurées, écarte sa bouche, on voit la faim qui est là, un corps dont la musculature, et vous avez ici cette représentation du dos, évoque une statuaire grecque qui se trouvait donc à Rome à ce moment-là, où Jean-Baptiste Carpeaux donc étudie. Carpeaux étudie Michel-Ange et il étudie les sources d'inspiration de Michel-Ange. Je veux parler précisément ici du Laocoon. Alors, je vous représente ici, vous voyez cette face d'Ugolin et ses 4 fils. Alors ici, Carpeaux nous fait vraiment une sculpture, comme nous en avons vu une hier dans les jardins de Versailles, une sculpture autour de laquelle il faut tourner pour pouvoir voir les différentes figures et les différentes faces expressives de la sculpture. C'est ce qui différencie le sculpteur d'un peintre. Et il s'inspire, je vous montre ici le corps d'un des fils d'Ugolin, bien évidemment, du travail du Laocoon, cette sculpture grecque, en fait cette copie romaine du 1er siècle avant notre ère qui s'inspire d'un original grec, ce Laocoon, ce prêtre dont je vous ai parlé la dernière fois dans l'épisode de la guerre de Troie, ce prêtre troyen qui n'est pas écouté quand il dit que le cheval de Troie est un leurre et qui est donc puni, tué par des serpents avec ses 2 fils. Donc on a ici à la fois dans le traitement de l'angoisse, de la lutte du corps contre la condamnation, la punition, et aussi dans la similitude du sujet, puisqu'on a à chaque fois 2 pères dont les fils vont être victimes en fait, de leur condamnation aussi. Donc une similitude, un parallèle fait entre les 2 œuvres, à la fois dans le choix du sujet et dans le traitement du corps. On voit très bien ici que le fils ici du prêtre Laocoon, en fait, le fils d'Ugolin, pardon, est traité exactement comme le fils du prêtre du Laocoon. Mais Jean-Baptiste Carpeaux, qui était aussi dessinateur et peintre, va s'inspirer de la peinture et va bien sûr s'inspirer de cette expression des tourments, expression de la souffrance, expression de la mort, qui est déployée par Géricault sur le radeau de la Méduse qui est au Louvre, avec, vous voyez ici, dans la position aussi de ce vieillard qui tient le corps de son fils, qu'on peut mettre en rapport avec
cette position du Gaulin. Et donc tout le pathos, vous voyez, dans la position des corps et les appels, ici ce fils du Gaulin qui reprend cette position du corps ici sur le radeau de la Méduse, les appels à l'aide. Donc voici quelques sources d'inspiration de Jean-Baptiste Carpeaux pour le traitement donc, de ce Hugolin et ses fils que nous avons donc au musée d'Orsay. C'est un groupe sculpté qui va également inspirer d'autres artistes et notamment Rodin, puisqu'on fait directement la comparaison entre la position assise du Gaulin, vous voyez avec cette torsion du corps, puisque c'est le coude gauche, le coude droit pardon, qui est appuyé sur le genou gauche, que l'on retrouve chez Rodin. Dans ce portrait, alors ce qu'on appelle le penseur, hein, qui est traité par Rodin comme une sculpture, une figure autonome à part entière, alors que ce penseur n'est pas un homme qui réfléchit ou qui est tourmenté, puisqu'il s'agit de la représentation même de Dante Alighieri, l'auteur de la Divine Comédie. Ce penseur fait en fait partie d'un groupe réalisé par Rodin, qui est la Porte de l'Enfer, directement inspiré de la Divine Comédie de Dante. Et il représente ici, en haut de cette porte, vous voyez ce personnage assis, qui n'est autre que Dante Alighieri, qui regarde ici son œuvre, les différents personnages qui peuplent les trois sphères de son ouvrage, à savoir le purgatoire, l'enfer et le paradis. Donc on a ici, vous voyez, une inspiration qui traverse à la fois différentes œuvres de différents sculpteurs. Alors, et ce qui est ici, la porte de l'enfer que je vous montre ici est un plâtre à un stade préparatoire de cette porte des enfers qui devait, d'après une commande qui avait été faite à Auguste Rodin, comporter, ça devait être la porte d'un musée le musée des arts décoratifs, qui devait être construit à l'endroit même où est le musée d'Orsay aujourd'hui. Ce musée n'ayant jamais été réalisé, Rodin va décider de ne pas terminer, de ne pas achever cette porte de l'enfer et va sortir de cette porte certains groupes qu'il va, non, ici le penseur, qu'il va traiter en sculpture autonome à part entière. Et c'est d'ailleurs le cas d'un groupe alors, qui se trouve sur certaines étapes préparatoires, qui se trouve ici et qui est pour Rodin le personnage que je vous montre ici. On a au musée d'Orsay un plâtre préparatoire de ce même personnage qui est Hugolin, vous voyez, emmuré à Pise et qui va mourir de faim entouré de ses fils. Donc ici, Rodin va le présenter dans une autre position que la position assise qui avait été choisie par Jean-Baptiste Carpeaux. Donc voici cette première œuvre, Hugolin et ses fils, vous voyez, qui en fait comporte plusieurs représentations d'artistes différents au musée d'Orsay. La deuxième œuvre que j'ai choisie aujourd'hui est une promenade dans la campagne. Il s'agit du Labourage Nivernais, qui a été peint en 1849 par Rosa Bonheur, une peintre assez indépendante, qui va, tout au cours de sa carrière, rester dans le champ rural, dans le passé français, une France très rurale, ouvrière au champ et non pas ouvrière en espace urbain, et avec une touche, une manière extrêmement naturaliste. On parle de naturalisme au XIXe siècle, mais on pourrait dire hyper réaliste avec cette touche. On est très proche, vous voyez, de la photographie dans la peinture de Rosa Bonheur. Qu'est-ce qui nous est présenté ici? Eh bien, nous sommes dans un labour, hein, dans un champ,
Alors, dans une province que l'on appelait le Nivernais, au XVIIIe siècle, cette province du Nivernais disparaît, hein, cette appellation, le Nivernais, disparaît en 1790. Et là, Rosa Bonheur choisit ce titre à dessein parce qu'elle nous parle d'une France ancienne, d'une France rurale, d'une France qui utilise la puissance, la force de l'animal. Évidemment, le personnage principal de cette peinture, c'est évidemment le bœuf de trait. À un moment donné, en 1849, nous sommes en pleine révolution industrielle où la star de l'espace urbain est la locomotive. Et là, le parallèle est à faire directement. Elle nous place, Rosa Bonheur, dans le champ. Nous sommes au premier rang. Hein, vous voyez, les premiers sillons labourés sont devant nous. Et ces bêtes, guidées par les ouvriers agricoles, défilent devant nous, exactement comme on assiste à l'arrivée de la locomotive dans la gare à Paris. On a vraiment ce parallèle qui est à faire quand on est spectateur de ce travail des champs. Alors nous sommes ici à une époque particulière, nous sommes à l'automne, il s'agit du sombrage, il s'agit du labour d'automne qui va préparer, retourner cette, vous voyez, cette terre. Vous sentez l'odeur de la terre là qui monte, on a vraiment ça sous le nez avec un traitement mais hyper détaillé. C'est une peinture extrêmement naturaliste, extrêmement détaillée. Je vous montre ici un détail alors qui est d'une qualité moindre, mais regardez, on voit les bœufs qui soufflent. Regardez le regard de ce bœuf, je vous assure, j'ai essayé de vous c'est une photographie que j'ai prise du tableau la dernière fois que j'ai pu aller au musée d'Orsay, il y a un temps certain. Mais quand on est vraiment face à cette œuvre qui est un grand format, quand on est face à cette tête, à ce bœuf qui nous regarde, qui communique avec le regardeur et qui montre sa force, sa puissance pour retourner la terre, que l'on prépare donc pour l'hiver, pour aérer la terre. Donc il s'agit vraiment d'un hymne peint par Rosa Bonheur au travail des champs, mais aussi à cette force animale. Ces bœufs sont énormes comparés à la taille ici de l'être humain, et ils dégagent vraiment quelque chose de l'ordre de la puissance qui est à mettre en rapport, en parallèle, en rivalité avec la force de la machine à vapeur, la force motrice de la machine. Alors, il y a vraiment de cela dans le sens où cette œuvre est une commande de l'État à Rosa Bonheur pour un musée en 1848, pour le musée de Lyon. Et donc, cette œuvre, cette toile va être présentée au salon en 1848, et finalement, au lieu d'être envoyée au musée de Lyon, qui est un musée provincial, eh bien, cette toile va rester au Louvre. Elle va être d'abord dans les collections du musée du Luxembourg et ensuite transférée au Louvre. Cette toile de Rosa Bonheur sera même exposée à l'exposition universelle de 1889, alors qui est vraiment l'exposition qui fait la gloire de l'industrie, de la machine, avec la tour Eiffel. Et vous voyez que ces travaux des champs, ce travail avec la force animale, représente la France rurale lors de ces expositions, de cette exposition universelle de 1889. Alors cela, on pourrait voir aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas du tout l'objet du commentaire, mais Rosa Bonheur aussi, elle fait partie de ces artistes féminines, féministes. Elle va avoir une carrière tout à fait individuelle, singulière, toujours en défendant donc sa manière de peindre, et elle va être professeure de dessin également, donc dans une école, dans des académies reconnues par le système officiel. Donc on a ici un peintre qui défend une vision de la France et une vision de son travail, une femme aussi,
au XIXe siècle, ce qui n'était pas chose facile. La troisième œuvre que j'ai choisi de vous montrer ce matin est une œuvre majeure, une œuvre de jeunesse d'Edgar Degas, une œuvre qui nous montre, c'est un portrait de famille qui nous montre sa famille, la famille Bellely, que réalise Degas entre 1858 et 1867. Donc on est à la période de formation d'Edgar Degas. Il y a une branche de sa famille qui quitte la France, qui se réfugie en Italie en 1790. Et cette branche de la famille Degas va volontairement, étant en Italie, facile, va volontairement écrire le patronyme Degas en 2 mots pour garder cette trace d'une ancienne famille aristocratique. Alors que la famille Degas, la branche de la famille Degas dont fait partie Edgar Degas, qui reste en France, va écrire Degas en un seul mot pour effacer l'aspect aristocratique de la famille. Donc, Edgar Degas est attaché à cette branche italienne qui vit en Toscane et il nous présente ici un portrait de famille. Alors, je vous les présente. Sa tante Laure, qui a épousé le baron Bellely, qui était un banquier napolitain. Et donc, leurs enfants, alors 2 filles des 3 enfants, Giovanna, la fille aînée, Giulia, la petite Benjamine. Ils avaient eu un fils, Giovanni, mais Giovanni est mort et Laure porte le deuil à la fois de son fils Giovanni, mais aussi de son père, Hilaire Degas, donc, qui représente ici, vous voyez, le groupe de la famille Degas italienne, alors qu'on a ce second groupe ici qui représente le côté Bellely de cette famille, vous voyez, qui ne respire pas le bonheur familial et la joie de vivre. On est ici face à une atmosphère tendue que Degas nous peint ici avec donc une technique particulière qui vraiment exprime cette tension qui existe entre vous voyez, les 2 parties de la famille. Alors, je vous le dessine, vous voyez, la technique utilisée par Degas, ce sont ces 2 grands triangles où il y a peu de communication, mais la communication passe ici par la personne centrale qui est Giulia, la fille la plus jeune. Vous avez ici donc Laure et sa fille aînée qui composent un triangle, un groupe qui est assez statique, qui est posé, on va dire campé sur ses positions. On voit très bien que Giovanna est très proche de sa mère. Vous voyez, on a ici l'expression avec la position de la main de Laure sur l'épaule de sa fille, et puis Giovanna qui reprend quand même une attitude assez campée, assez codifiée de la femme éduquée, corsetée, de cette bourgeoisie, haute bourgeoisie donc du 19e siècle. On voit bien que Giovanna ici est bien éduquée, elle a bien compris quel était son rôle, le même que celui de sa mère. Elle a ses mains croisées comme ça sur sa robe, comme sa mère. Vous voyez la position de cette main ici, toute tendue, figée, sévère. On est dans cette sévérité. Laure porte le deuil, elle est dans son rôle. Et Giovanna, ici, en tant que fille aînée, a conscience de ses responsabilités puisque c'est elle qui nous prend en charge. C'est elle qui va entrer en contact avec nous, simplement avec son regard. Mais il y a quelque chose déjà de la responsabilité de la jeune femme qui s'apprête à faire bon contrat, à être épousée, à être mariée à probablement un notable ou un banquier, comme l'a été sa mère.
Alors que on voit bien ici que l'attitude de Giulia est vraiment différente. Ici, Giulia, c'est vraiment la petite fille qui gigote, elle est assise de façon instable. Sa position de sa main n'est pas du tout codifiée, elle bouge. Elle est assez agitée. Et par contre, c'est elle qui va faire le lien entre le clan de la mère, le clan maternel et le groupe paternel. Parce que vous voyez, l'absence de la jambe ici ouvre ce triangle sur le second triangle ici, qui est incarné par la figure du père. Elle est dans une position aussi instable parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du mouvement. Le mouvement ici, il est apporté par le dernier petit personnage de la toile, c'est le petit chien. Un mouvement qui sort, hein, qui s'échappe de cet intérieur à l'atmosphère pesante. Alors, vous voyez ici comment Degas, déjà, on sait ce qu'il va peindre, Edgar Degas, ensuite. Hein, il va peindre des danseuses en mouvement, des danseuses au moment du repos, assises, en train de refaire les lacets de leurs pointes, en train d'étirer leur corps. Vous voyez, on est dans quelque chose ici à la fois de l'immobilité, mais aussi du mouvement qui va suivre le petit chien qui est hors cadre, qui permet à Edgar Degas d'élargir la scène au-delà du cadre, au-delà de la toile, avec ce plan coupé photographique, et puis aussi de nous permettre de nous échapper, hein, à l'œil, de s'échapper de cette atmosphère étouffante. Alors, vous voyez que de l'autre côté, hein, ici dans la composition de cette ligne qui sépare les deux groupes, qui est tracée à travers le décor, hein, le miroir, la ligne de la cheminée, qui est ensuite poursuivie par le pied de la table. Nous avons ici donc cet homme, un banquier napolitain qui est en exil en Toscane à ce moment-là. Il est investi, il est impliqué politiquement. À ce moment-là, en Italie, il milite pour l'indépendance de l'Italie et il est controversé. Il a dû partir en exil de Naples, donc il est ici en Toscane. Ceci est exprimé ici par, vous voyez, ces feuillets qui sont peut-être un journal, des polémiques, et on voit qu'il est ici dans une position politique très inconfortable, ce qui est aussi traduit par Degas dans la façon dont il est assis dans son fauteuil. Il n'est ni assis ni debout, il bouge, il gigote en fait, hein, exactement comme Giulia. Hein, Giulia qui, une enfant jeune, perçoit certainement les tensions entre ses parents, n'en a pas les explications et du coup un petit peu agitée. Vous voyez comment Degas va par le dessin, par la composition de cette toile, exprimer toute ces tensions, cette atmosphère dans cette famille qu'il visite à plusieurs reprises entre 1858 et 1867. Il fait plusieurs séjours en Toscane, ce qui lui donne aussi l'occasion d'aller étudier les peintres italiens, les maîtres, puisqu'il adopte, hein, il est très influencé, il est très marqué par la manière d'Ingres. Donc toutes les sources d'inspiration sont bien sûr en Italie. Alors, lors d'un des séjours d'Edgar Degas dans sa famille, son oncle l'avait mal reçu, donc il n'appréciait pas vraiment le baron Bellelli. C'est la raison pour laquelle il va le peindre de dos dans ce fauteuil qu'il peint également de dos, ce qui est en fait à mettre en relation avec le portrait. Ici, on a un portrait dessiné qui évoque donc le grand-père d'Edgar Degas, Hilaire Degas, mais Edgar Degas nous en avait fait un portrait, vous voyez, cette fois-ci dans un fauteuil similaire, mais ici, évidemment, de face, le portrait réalisé en 1857 par Edgar Degas, donc de Hilaire Degas, qui en 1867 était mort. Donc voilà pour cette famille Bellelli, peinte par Edgar Degas
dans ses séjours en Italie. Et Degas, même si, par exemple, en 1870, il a dû se séparer, il a dû vendre un certain nombre de toiles pour éponger les dettes de son père, eh bien, il ne va jamais, jamais se séparer de ce portrait, puisque ce portrait sera retrouvé après la mort de Degas dans son atelier et vendu donc ensuite au Louvre. Il va tout de suite passer dans les collections nationales du Louvre et ensuite au musée, exposé au musée d'Orsay. Donc un portrait qui vraiment tenait à cœur à Edgar Degas pour la valeur, la charge affective de, évidemment, la représentation, non pas de son oncle, mais de sa tante Laure et de ses cousines. La quatrième œuvre est par contre cette fois-ci une œuvre tardive d'un peintre Camille Pissarro qui va à la fin de sa vie, faire une série d'œuvres de vues parisiennes, de vues urbaines, alors que tout au cours de sa carrière, Pissarro n'a peint que des potagers, des paysages champêtres, la campagne, alors ce qui est aujourd'hui en banlieue parisienne, mais était la campagne normande et francilienne. Que se passe-t-il pour Pissarro à la fin de sa vie? À partir de 1893, il va faire cet exercice que de peindre des vues parisiennes. Ici, Pissarro loue un appartement, place Dauphine, vous savez, sur ces deux pavillons qui font face à l'ouest du Pont-Neuf, qui sont donc place Dauphine. Il loue un appartement au 2e étage entre 1900 et 1903 et il va réaliser plus de 14 toiles, alors à la fois de cette vue de la Seine et du Louvre, ce sont les toits du Louvre que l'on voit ici, le Pont des Arts, qui est donc ici face à nous. Ici, nous avons le terre-plein qui est donc à la pointe de l'île de la Cité, où se trouve juste ici, en fait, la statue d'Henri IV. Henri IV, oui. Alors, Pissarro va peindre plusieurs vues de cette fenêtre, de cet appartement, avec des angles différents et des moments de la journée différents, des saisons différentes entre 1900 et 1903. Il se trouve que Camille Pissarro, à partir de 1890, il a 60 ans, et à ce moment-là, il souffre d'un abcès à l'œil, ce qui va l'empêcher de peindre en plein air. Il peut de moins en moins poser son chevalet dans les champs, et donc il va devoir se réfugier alors à Éragny-sur-Epte dans son atelier. Il va beaucoup peindre de son atelier derrière la fenêtre, derrière les grandes baies vitrées de son atelier, mais aussi avoir divers petits appartements à Paris pour pouvoir, à partir, alors ça, il commence par la gare Saint-Lazare, près de la gare Saint-Lazare, donc il loue un appartement, et avoir comme ça plusieurs points de chute à Paris pour pouvoir peindre derrière la fenêtre. Il se trouve que à cette époque, 1890, et jusqu'à la fin, donc la fin de la vie de Camille Pissarro meurt en novembre 1903. Les collectionneurs apprécient les vues urbaines, les vues notamment parisiennes. Mais les impressionnistes, les peintres impressionnistes, alors pour ceux qui sont encore vivants, comme Monet, ont quitté Paris. Monet est à Giverny. Et par voie de conséquence, le marchand Paul Durand-Ruel manque de tableaux à vendre. Il se trouve que les collectionneurs apprécient, donc il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Alors, Paul Durand-Ruel, qui n'avait pas suivi Pissarro dans son expérience pointilliste, quand en 1886, Camille Pissarro va adopter la manière de Seurat, le pointillisme et le divisionnisme, eh bien, Paul Durand-Ruel va le prévenir, lui dire, là, moi, le pointillisme ne m'intéresse pas, je n'achèterai pas ces toiles, je ne vous suis pas dans cette aventure. Pissarro avait quand même voulu, il avait mis sa famille encore dans des difficultés financières, Julie, sa femme et les enfants.
qui étaient grands, les enfants, mais Julie était dans une difficulté, avait connu des difficultés financières, parce qu'il avait quand même voulu continuer sur cette voie du pointillisme. Alors là, Camille Pissarro, qui gagne en âge, hein, qui vieillit, cherche en fait à mettre à l'abri du besoin sa femme, et il va répondre à la demande de Durand-Ruel, et c'est la raison pour laquelle il va louer différents points de vue, différents appartements dans Paris pour pouvoir produire un grand nombre de vues parisiennes et pouvoir comme ça avoir des revenus beaucoup plus stables. Alors, je vous montre une autre, celle-ci, donc cette vue de la Seine qui date de 1903, alors qui date de février ou mars 1903, et Pissarro va mourir quelques mois plus tard, en novembre 1903. Mais cette toile fait partie des dernières peintes par Pissarro. Entre-temps, il a peint également, donc vous voyez ici le Louvre, Soleil d'hiver, Matin, première série. Donc on est vraiment dans il marche vraiment sur les traces de Monet, avec cette idée de peindre des séries, et dans le titre même, il donne des détails sur les effets météorologiques qui étaient présents lors de la réalisation de cette toile, et en donnant première, deuxième, troisième série au fur et à mesure des années qu'il va donc peindre entre 1900 et 1903. Ici, on a une lumière donc, du matin qui est sans brume et beaucoup plus chaude dans sa réalisation. Cette réalisation. Cette toile est en collection particulière et elle nous a été montrée au musée Marmottan il y a quelques années lors de la grande rétrospective sur l'œuvre de Pissarro qui avait été organisée au musée Marmottan-Monet. Mais toujours de la même fenêtre, nous avons également cette toile réalisée cette fois-ci en 1901, la première série de 1901, qui montre un angle de vue différent, une autre fenêtre de cet appartement, qui montre le Pont-Neuf, cette fois-ci l'après-midi. Et on voit bien ici que Pissarro, s'il va adopter quelque part quelque chose de la manière de Claude Monet, Pissarro s'intéresse non pas seulement au ciel, au reflet du soleil sur la Seine, il s'intéresse aussi à la vie parisienne. Il va nous peindre ici donc le Pont-Neuf. La Samaritaine qui est ici aujourd'hui n'existe pas encore en 1901, et puis Pissarro s'intéresse vraiment à l'agitation, à ce Pont-Neuf qui est encore au début du XXe siècle un endroit prisé où se promener pour les Parisiens, où stationner, s'asseoir sur les banquettes qui sont ici, avoir un point de vue sur le Louvre. Et puis, on a les bouquinistes, les marchands ambulants qui sont organisés ici sur ces parties du Pont-Neuf. Alors, la pompe, la Samaritaine, elle avait déjà été détruite ici au XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu une vue de Raguenet qui est au musée Carnavalet, qui montrait cette même partie du Pont-Neuf, mais cette fois-ci vue ici du quai de la Mégisserie, qui montrait ici la pompe du Pont-Neuf. Donc voilà, donc cette œuvre tardive de Camille Pissarro qui va produire vraiment presque à la chaîne ces peintures qui sont des peintures presque de commande de Paul Durand-Ruel, pour pouvoir mettre sa famille à l'abri lors de sa succession. Alors, la dernière œuvre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est une œuvre vraiment, on peut dire, testamentaire de Paul Gauguin, qui s'appelle Oviry. C'est une petite statuette qui fait 75 cm de hauteur, donc elle est quand même de taille importante. Une statuette qu'on peut appeler, qu'on peut qualifier de statuette vase. C'est-à-dire que c'est une statue qui est réalisée comme un vase en colombin. Vous savez, c'est des petits boudins d'argile
que l'on va rouler et puis superposer les uns aux autres, assembler et ensuite modeler, travailler de façon verticale. Et vous voyez que c'est un vase, hein, puisque l'on voit ici l'ouverture qui est donc derrière, dans le dos de la statuette. Et on voit ici très bien qu'il s'agit d'un vase quand on la voit donc, dans sa position couchée. Alors, Oviri, en tahitien, cela veut dire sauvage. Donc, on a ici l'expression personnelle, très personnelle de Gauguin, de ce qu'il a toujours recherché en lui. Hein, il l'a écrit. Son œuvre a été une façon pour lui de trouver le sauvage qui était enfoui en lui. Alors, Oviri, cette sauvagerie, hein, cette sauvagerie chez Gauguin est représentée ici par le corps de cette femme, cette tahitienne, qui, vous voyez, a des proportions qui sont assez étranges. On a une tête qui est disproportionnée par rapport à la taille du corps, notamment par rapport aux jambes qui sont repliées ici sur le côté. Vous voyez que les mains également ici sont disproportionnées par rapport au corps. Et puis la poitrine aussi, il y a quand même quelque chose d'assez sexuellement disproportionné. Cette femme a à côté d'elle, ici à ses pieds, un loup, alors qui pourrait paraître comme une bête soumise. Si l'on compare Oviri, par exemple, je fais un lien là, ça me télescope là avec la statuaire de Louis XIV dont on était imprégné hier, mais on a en effet chez Louis XIV l'idée d'un animal, ici dans certaines statues, un animal, un loup souvent, qui est ici à ses pieds, considéré comme la fronde ou la bête qui est dominée. Ici, chez Gauguin, les jus hein, qu'il a, les couleurs qu'il a appliquées de façon assez sauvage aussi, hein, à cette statuette ici, vous voyez, vous avez du sang ici qui coule, nous faisons fait déduire que ce loup n'est pas soumis, mais il est mort. Et ici, elle tient sur son flanc, elle tient un louveteau, hein, un louveteau qui est probablement, dans l'interprétation que l'on peut faire de cette statuette, qui probablement va être l'objet d'un sacrifice. Parce que ce personnage, cette tahitienne, apparaît dès 1892 dans la peinture de Gauguin. Et il s'agit d'une personnification d'une déesse tahitienne qui est la déesse Ina, qu'il peint donc dans cette toile dont le titre est en tahitien E Aere Oei Ea, qui veut dire où vas-tu. Et cette déesse Ina n'est autre que l'égale de Diane dans la mythologie grecque. Donc cette déesse de la chasse. Donc il y a quelque chose ici de l'ordre du sacrifice animal. Alors tous ces éléments combinés, en considérant bien évidemment le dos, hein, qui représente ici la chevelure d'Oviri, et vous voyez que l'ouverture ici est sexuellement directement comparable à une vulve féminine. Donc avec tous ces attributs sexuels, l'aspect sauvage, sanguinaire, prédateur, avec lequel Gauguin va nous montrer, nous peindre la femme, eh bien, on peut en déduire qu'il s'agit ici d'un message où Gauguin se considère comme la victime, c'est-à-dire qu'il y a ici quelque part quelque chose de l'autoportrait, c'est Gauguin qui est ici, puisqu'il se montre comme le... si vous pouvez arrêter votre... j'entends quelqu'un qui parle parallèlement, donc coupez votre micro. Merci. Donc, il se dépeint comme étant victime de la femme. Alors,
quand on connaît la biographie, hein, la vie de Gauguin, où il a eu quand même avec les femmes des relations très passionnées, parfois assez violentes. Gauguin était un homme marié, un bourgeois, alors bourgeois dans la classe sociale dans laquelle le standing de vie qu'il menait quand il était agent de change. Il a été matelot et ensuite par un pragmatisme, on pourrait dire même un opportunisme qui le caractérise, il est devenu agent de change dans les milieux de la bourse à Paris à la fin du 19e siècle. Et c'est en 1893 qu'il va, alors qu'il est collectionneur de toiles impressionnistes, qu'il va décider de changer de métier. C'est un krach boursier qui va faire qu'il va décider d'arrêter d'être agent de change. Il va se séparer de sa femme, Mette, qui était une Danoise. Alors Mette et les 5 enfants, il avait quand même une famille de 5 enfants, repartent au Danemark. Il a été humilié par la famille de Mette et il va revenir à Paris sans un sou en poche et il va décider de devenir un peintre impressionniste d'abord. Il est formé par Pissarro et ensuite il va chercher sa voie beaucoup plus spirituelle, chercher le sauvage qui était en lui. En passant d'abord par la Bretagne, l'archaïsme à Pont-Aven, les traditions bretonnes et ensuite faire un premier voyage à Tahiti. Il rentre en 1893, alors il part en 1891 à Tahiti, un premier séjour, des premières expériences où il va prendre pour épouse Vainé, une jeune fille. Alors les versions divergent, hein, les commentaires divergent. Certains disent de 13 ans, d'autres de 16 ans. Enfin, de toute façon, une mineure, il a 57 ans à l'époque. Hein. Donc, ce qui est évidemment choquant, vu du point de vue occidental, ce qui l'est beaucoup moins, hein, du point de vue tahitien. Il avait eu beaucoup d'aventures à Paris hein, précédemment, avec Juliette Huet. Il avait eu un enfant naturel. Et puis ensuite, lors de son second séjour à Tahiti et aux îles Marquises où il meurt en 1903, eh bien, il a aussi d'autres vainés et d'autres enfants naturels. Donc, il a une relation avec les femmes qui est tout à fait tumultueuse et passionnée. Donc, il réalise cette statuette lors de son séjour parisien entre les deux voyages en 1894 dans l'atelier du céramiste chez qui il avait entrepris de créer des statuettes anthropomorphes, des vases anthropomorphes. Puisque à partir de 1886, dans l'atelier donc de Chaplet, il avait déjà réalisé un certain nombre de petites statuettes dont on a trace ici hein, dans sa peinture dès 1889. Et c'est à travers d'ailleurs la céramique que Gauguin va aller chercher ce qu'il appelle le sauvage en lui. Alors je m'explique. Gauguin, il a des origines péruviennes. Et dans sa famille, il y avait des collections de petits vases anthropomorphes ou avec des formes végétales qui appartiennent à la tradition, aux traditions séculaires, à la culture péruvienne. Et c'est à travers la céramique qu'il place ici, hein, dans cette peinture qui est la Belle Angèle, où on a toutes les traditions, vous voyez ici bretonnes, l'archaïsme breton qui est représenté par le portrait même d'Angèle, vêtue comme les bigoudaines, hein, les bretonnes traditionnellement. Vous voyez qu'on a cette céramique, ces pots traditionnels péruviens qui intègrent la peinture de Gauguin. Il en fera des séries aussi, hein, de vases, il fera des autoportraits de son visage. Alors ça, c'est une version qui est en peinture, mais on en a d'autres sur de vrais
pots à boire, de vraies cruches qu'il représente en faisant son autoportrait en forme de tronc d'arbre, pour certains d'ailleurs. Donc vous voyez qu'on a toutes ces traditions, le végétal, le minéral avec la terre, avec laquelle il réalise les céramiques. Donc il y a toute cette recherche en fait du sauvage qui est en lui, il sentait bien qu'il y avait une grande rupture entre le monde bourgeois dans lequel il évoluait, le monde de la banque, hein, le monde de cette société parisienne tout à fait corsetée et codifiée. Il ne s'y sentait pas à sa place, et c'est à travers la peinture, la sculpture, la céramique qu'il va aller chercher en lui ce sauvage, cette sauvagerie profonde. Alors Gauguin avait, quand il réalise Oviri, qui va rester à Paris, hein, parce que Gauguin lui va repartir en 1893, il repart à Tahiti et ensuite il s'installe dans les îles Marquises. Il avait laissé Oviri ici à Paris chez un collectionneur et il avait fait le vœu que Oviri soit placé sur sa tombe après sa mort. Il s'avère que Oviri, après la mort de Gauguin, va être acheté par un collectionneur, Gustave Fayet, et c'est seulement en 1973 que l'on va placer sur la tombe de Gauguin une copie de bronze qui est ici, hein, je vous montre la tombe de Gauguin aux îles Marquises, et vous avez ici une copie de bronze de Oviri qui est placée sur sa tombe, copie donc de l'original en terre cuite qui est conservé et exposé au musée d'Orsay. Voilà pour les 5 œuvres que je vous ai présentées aujourd'hui, tirées des collections et exposées dans les salles d'Orsay. Alors, je vous propose, si vous voulez, pour aller plus loin après la visite, de retourner sur la page de cette visite sur le site, où je vous mets un lien ici. Alors, il faut comprendre l'espagnol puisque nous partons pour le Mexique avec ce lien. Mais il y a donc une terre cuite, une œuvre, une esquisse préparatoire de Ugolin, donc de Jean-Baptiste Carpeaux, qui est donc conservée au musée Soumaya à Mexico et dont le conservateur va faire tout un commentaire en espagnol. Mais bon, voilà, on voit en arrière-plan d'ailleurs le penseur de Rodin et il y a toute cette comparaison entre Ugolin et le penseur de Rodin qui est faite donc par le conservateur. Et ensuite, en deuxième lien, eh bien, le musée d'Orsay, il y a 48 heures, je crois, a mis en ligne une visite guidée par les commissaires de l'exposition James Tissot qui se tient aujourd'hui, donc qui est accrochée aujourd'hui au musée d'Orsay. Donc vous pouvez comme ça suivre la visite guidée directement en restant chez vous. Et puis donc samedi, donc je confirme bien cette visite de chez soi sur le notaire Renaudin qui a vécu à Sceaux et qui a donc mené un certain nombre d'actions philanthropes. C'était un bienfaiteur social à Sceaux. Donc je vais vous parler de sa vie, de sa famille et puis des jardins ouvriers et des maisons ouvrières qu'il a offerts aux ouvriers méritants à Sceaux à la fin du 19e siècle et au début du XXe siècle. Alors, pour pouvoir suivre cette visite, elle est gratuite. Il faut simplement s'inscrire auprès de la Maison du tourisme de Sceaux. Donc, vous trouverez, donc, vous allez sur le site de la ville de Sceaux, vous trouvez les liens très facilement. Ou je crois que je vous ai mis les liens. Vous cliquez sur l'image et vous avez le lien pour vous inscrire directement. Et donc, la prochaine visite de chez soi, ce sera donc le mercredi 22 juillet à 11 h sur l'exposition qui s'est tenue au musée Marmottan-Monet il y a quelques années sur la toilette dans l'art et plus précisément une chronologie de la représentation de la toilette dans l'art qui va nous montrer comment la toilette dans sa représentation
évoque la naissance de l'intimité dans cet acte de toilette. Voilà, je vous remercie. Je vais vous redonner vos micros.